Alors aujourd'hui, nous sommes au Theil-sur-Huisne, donc où se trouve le char Montero, c'est bien ça? Le char Montero, oui. Montero, et nous sommes avec Jerry Bayard. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous parler un petit peu de ce char, pourquoi il est là, son histoire, et puis voilà, vous connaissez le sujet, donc je vous laisse parler. Donc je suis Jerry Bayard, je suis en effet le trésorier de l'association des Amis du char Montero et je suis officier de réserve et attaché au délégué militaire départemental de l'Orne. J'ai moi-même fait mon service militaire dans la cavalerie, donc ça me parle de voir un char comme ça. Et en plus, ma belle famille a fait toute la guerre dans le 501e régiment de chars de combat, auquel appartient le char Montero. Donc je vais maintenant vous raconter l'histoire de ce char qui est conservé par la délégation militaire départementale d'Alençon comme une vraie relique depuis 1945. Ce char est arrivé en France le 3 août 1944 avec la 2e DB. Ils ont débarqué à Utah Beach dans la Manche, donc sur les côtes de Vareville-sur-Mer, le 3 août 1944 pour venir libérer la Normandie et faire toute la campagne de France. Ils sont descendus très vite vers le sud et finalement 7 jours après, le 10 août, ils libéraient Le Mans, ils traversaient Le Mans, qu'ils libéraient, et le 11 août au soir, ils bivouaquaient à l'entrée d'Alençon. Et là, son histoire douloureuse va commencer, le 12 août. Tout se passe le 12 août pour le Montero. Le 12 août, il rentre dans Alençon. Il chasse les Allemands de la ville d'Alençon. Il la traverse. Pour ce moment-là, tout va à peu près bien. Vers midi, il se retrouve à la sortie d'Alençon en direction de C, où normalement, il doit rejoindre les troupes alliées pour fermer la poche de Falaise Argentan-Chambois, là où lieu la bataille de Normandie, là où 100 000 Allemands se retrouvaient enfermés et où les Alliés étaient en train de les chasser hors de France. Mais malheureusement, ils reçoivent, ou malheureusement ou heureusement, ils font la guerre, ils reçoivent un appel de radio. Attention, on a des troupes amies qui sont mises en difficulté dans la forêt des Couves. Il faut se porter à leur secours, sinon on aura des pertes amies très importantes. Donc là, la colonne se met en marche. Le Montero se trouve 2e de colonne. Il y a devant lui un char qui s'appelle l'Elchingen et il rentre dans la forêt des Couves le 12 août au soir. Il est aux environs de 21h, 21h30. Il fait très sombre. On sait par les témoignages qu'il y avait un pressentiment de danger. Les hommes sentaient qu'il allait se passer quelque chose. Il pouvait se passer quelque chose. Ils rentrent dans la forêt, ils arrivent au centre de la forêt et d'un seul coup, dans le noir, 2 coups partent. Le Elchingen est touché immédiatement par 2 obus et 2 hommes meurent dans le Elchingen aussi vite, instantanément. Le Montero et son équipage de 5 jeunes hommes courageux prennent la tête de la colonne. Ils avancent lentement dans la forêt sombre. Ils passent un premier virage du côté de la croix de Médavy au centre de la forêt. Et là, il y a un char Panzer IV allemand qui est en embuscade dans les fourrés, qui les attend. Et dès qu'ils apparaissent, le char Panzer IV donne un premier coup de feu. Il riposte immédiatement. À chaque fois, il faut dire qu'ils ont reçu des coups. Vous allez voir, ils ont reçu 5 coups très difficiles, dont un mortel, et ils ont riposté à chaque fois avec cet équipage absolument courageux. Le premier coup, je ne sais pas si on peut le voir, il est en haut de la tourelle. Ah oui, juste là-bas, d'accord. Juste là. Le coup vient taper dans la tourelle. Imaginez un blindage de 5 cm d'épaisseur et voyez comment le blindage a été secoué par ce coup et a été entamé par premier coup. Donc imaginez déjà le courage des hommes qui se font secouer comme ça et qui continuent à riposter. Un deuxième coup arrive, lui, il ricoche, il vient taper au pied du canon. Et si vous voyez bien, il y a une fente, il a fendu un petit peu l'acier. Et surtout, il a bloqué la tourelle. Il a bloqué la tourelle dans une position où ils ne peuvent plus bouger la tourelle. Donc là, la tourelle n'est plus manœuvrante. Le tireur qui s'appelle Jean Morachini prévient son chef, le sergent Jules Jamette, et lui dit la tourelle n'est plus en état. Mais il répond, mais je peux encore tirer, je peux encore mettre des obus. On y va quand même. Son chargeur d'obus qui s'appelle Émile Frey, qui était à côté, et qui dit, moi je peux encore charger, on peut encore remettre des obus et on peut encore tirer. Du coup, Jules Jamette, le sergent de 26 ans, donne l'ordre à son pilote
qui s'appelait Louis Tréguet, qui était un breton. Il lui dit manœuvre avec tes chenilles, et donc avec ses chenilles, il lui demande de prendre l'axe du Panzer IV qui était en train de les allumer, de les tirer, ouais. de les allumer. Donc il le fait axer, donc l'équipage manœuvre et tire. Et là arrivent malheureusement 2 autres coups, donc on en est les 2 premiers, dont celui qui bloque la tourelle, on manœuvre encore. Et là arrivent 2 coups, et il faut vous approcher pour les voir. Il y a 2 coups qui sont en fait perforants. Voilà. Imaginez, là vous les voyez, ils sont bouchés pour pas que l'eau rentre à l'intérieur. Mais imaginez que ces 2 coups-là sont perforants, passent au ras du pilote, entre les jambes de ceux qui sont dans la tourelle, leur envoie des éclats, les blesse, et ces 2 coups-là arrivent jusqu'au moteur qui est à l'arrière, et instantanément détruisent le moteur et surtout mettent le feu au char. Heureusement, c'est un diesel, donc il prend feu, mais il n'explose pas. Il y avait certains chars qui étaient à l'essence, il aurait explosé et grillé tout le monde. Heureusement, il prend feu. Immédiatement, Jules Jamet, le chef, donne l'ordre évacuation. Évacuation, là, c'est instantané. Il n'y a plus rien à faire. Il est en feu, il est inutilisable. On évacue. Donc, ils évacuent, et il y en a un qui respecte pas l'ordre. Un qui est un héros. Ils se sont tous des héros. Mais regardez, celui-là, il est derrière sa mitrailleuse. Il a 21 ans. Il s'appelle Félix Wyszynski. Il est d'origine polonaise. Ouais. Il est là pour la France. Il reste derrière sa mitrailleuse et il canarde. Il canarde devant lui. Il canarde les Allemands parce que le char, derrière un char, il y a des fantassins. Et les fantassins allemands commencent à monter à l'assaut avec des grenades pour essayer de tuer l'équipage. Oui. Et d'ailleurs, on sait que par les récits, on sait que Jules Jamet, le chef qui a un Colt, sort son Colt, et heureusement il a le Colt à la main, et on le sait par les traces de douille et les récits des survivants, il tue un Allemand qui avait réussi à s'approcher. Là, Jules Jamet empoigne Félix Wyszynski. Wyszynski, il est blessé aux jambes, il est derrière sa mitrailleuse, maintenant c'est le dernier qu'il faut sortir. Il le prend par les épaules, et là, le drame arrive. Venez voir ce coup-là. Ce coup-là, c'est le 5e et dernier coup, c'est le coup mortel. Ce coup-là traverse et rentre où? Il rentre dans la soute à munitions. Ici, de chaque côté du char, il y a les munitions. Le char a une soute qui contient plus de 90 obus et autres grenades et balles, etc. Donc rien à vous dire, je n'ai pas d'explication à vous donner, il implose. Il implose. Et donc Jules Jamet, il est là-bas, il est debout au-dessus de Félix, et qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste juste les épaules de Félix dans les bras. C'est terrible, là c'est l'implosion, et donc on rend hommage avec ce char au comportement héroïque des 5 hommes qui étaient dedans et de Félix Wyszynski, 21 ans. Des jeunes hommes qui vivaient ensemble, déjà qui se préparaient au combat depuis plusieurs années. Le char leur avait été livré en 1943. Depuis avril 1944, ils étaient en Angleterre et ils se préparaient au débarquement. Donc ils étaient très soudés. Ils formaient ce qu'on appelle l'esprit d'équipage. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces 5 jeunes qui allaient de 21 à 26 ans, ils étaient d'origine très diverses. Eh bien, ils s'étaient réunis pour l'amour de la patrie, pour l'amour de la France. Jules Jamet, 26 ans, il était né à Santiago du Chili. Il est revenu du Chili. Jean Moracchini, son canonnier, il était né à Oran, en Algérie. Il est revenu pour la France. Son chargeur, radiochargeur, s'appelait Émile Frey. C'était un petit breton de 23 ans. Le pilote Louis Tréguet, c'était un breton de 22 ans. Et on avait notre Félix, qui lui était d'origine polonaise. Et vous voyez ce melting pot, ces 5 jeunes hommes, eh bien, il y a un truc qui les réunissait, c'était l'amour du drapeau et l'amour de la France. Donc c'est ça qu'on essaye de transmettre avec cet esprit d'équipage, cet esprit de solidarité. C'est aussi cette fraternité d'armes. Ouais. On en entend parler de la fraternité d'armes. On a malheureusement encore des morts et on a de la peine à chaque fois pour les frères d'armes de ceux qui meurent. Il faut imaginer, voilà, que c'était des vrais frères d'armes, il faut le comprendre. Et quand on dit ils sont liés à la vie, à la mort, et ben là on le comprend. Ils étaient dans la vie, mais ils ont eu la mort avec eux, donc liés à la vie, à la mort. Donc c'est pour ça que l'histoire est magnifique et qu'on garde ce char précieusement pour le transmettre la mémoire aux jeunes générations. Et que les enfants des écoles qui viennent nous voir comprennent, puissent toucher
et comprendre. C'est pas que dans les livres. Ouais. Ils ont devant eux. Et quand ils nous disent, monsieur, est-ce qu'on peut grimper dessus? On dit non. Vous le respectez. Ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un factice. Ouais, ouais. Et même quand ils disent, est-ce qu'on peut voir l'intérieur? On leur dit non. C'est un tombeau. Donc on va pas, on s'incline. Et d'ailleurs demain, au 8 mai, on va lui rendre hommage. Non seulement il y aura un hommage au monument aux morts, mais on va venir en défilé autour du char. Les drapeaux vont venir là et on va déposer une gerbe sur le char en hommage à Félix Wyszyński, en hommage aux 4 autres combattants et en hommage à tous les combattants qui nous ont rendu cette France libre. Voilà l'histoire magnifique que porte le Montreux, et c'est pour ça qu'on a une petite association dont je suis le trésorier et dont je peux vous parler une seconde, parce qu'en effet, on l'a déjà restauré. Il y a eu une première restauration très importante en 2014. On a remis un moteur, donc ça permet quand même de le déplacer, de l'amener les uns aux autres. En 2024, on a refait une tranche de restauration qui était la remise aux couleurs. On l'a remis dans les couleurs d'origine, tel qu'il était. Et finalement, il faut se dire qu'il s'est arrêté le 12 août 1944 dans ce bel état-là, parce que finalement, il n'était pas abîmé. Il était arrivé le 3 août et le 12 août, il était déjà malheureusement mortellement blessé, ce char qui s'appelle le Montreux, donc qui a une âme. Et voilà, donc on l'a remis dans ces belles couleurs pour qu'on le retrouve tel qu'il était. Et heureusement qu'ils l'ont gardé après, parce que je pense qu'après la guerre, il y a eu beaucoup de choses qui sont parties à la casse et tout ça. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a des personnes qui se sont dit on va le garder pour l'histoire. Hein. Vous avez totalement raison. Ne serait-ce que là, il y a eu, et alors dans la valeur et dans la bravoure, qui est un des mots qu'on emploie là aussi quand on parle de tous ces gens-là, eh bien les 4 survivants, ils ont réussi à s'en sortir, à retrouver dans la nuit des troupes amies dans la forêt. Et ben imaginez que ces 4 jeunes gars-là, secoués comme ils avaient été physiquement et moralement, ils ont repris le combat. 4 jours après, on leur a relivré un char Sherman tout neuf. Et ils y sont retournés. Ils l'ont baptisé le Montreux 2. Et figurez-vous que sur le canon, eux-mêmes, ils ont mis l'inscription « Revanche » en blanc. On va prendre notre revanche. Et les gars ont terminé la guerre aux commandes de leur Montreux 2. Et alors vous parliez, un des enfants m'a dit, mais le Montreux 2, qu'est-ce qu'il est devenu? Vous voyez, le Montreux 2, en effet, je pense qu'il est devenu une épave et qu'il a servi peut-être même de cible, vous savez, dans des champs de tir ou des choses comme ça. Voilà, donc vous avez raison quand on dit c'est précieux de l'avoir gardé. Ouais. En plus, celui-là, voilà, plus qu'un autre, puisque ça a été un tombeau. Donc c'est une vraie relique. Franchement, on a un grand respect pour cet objet et pour les hommes qui ont vécu dedans. Voilà. Alors donc pour le refaire, ça n'a pas été trop compliqué. Vous aviez beaucoup de détails, de choses comme ça pour. Alors pour le refaire, on a eu la chance d'avoir à la délégation militaire départementale de l'Orne un capitaine qui s'appelle encore, parce qu'il est toujours là, le capitaine Miguel Bevier, qui était un historien de l'armée, qui s'est absolument passionné pour le char. C'est lui d'ailleurs qui a retrouvé les descendants de tous les occupants de l'équipage, et notamment qui a réussi à retrouver les descendants du jeune Félix Wyszyński. Il faut dire qu'à la restauration de 2014 que menait Miguel Bevier, avec toute une équipe autour de lui évidemment, mais dont il était le maître d'œuvre, ils ont retrouvé à l'intérieur du char, collé par la chaleur sur les parois, la plaque d'identification du jeune Félix Wyszyński. D'un seul coup, quelqu'un a dit mais qu'est-ce que c'est? Il décolle, il gratte et on voit commencer à apparaître les lettres Félix Wyszyński. Et donc du coup, eh bien, Miguel Bevier a retrouvé les descendants, les neveux et nièces de Félix Wyszyński, et il y a eu une remise de la plaque absolument merveilleuse et pleine d'émotion aux descendants de Félix Wyszyński, qui avait là un reste concret de Félix. Lequel Félix, je ne vous l'ai pas dit aussi, repose dans la forêt où il est mort. Il est mort en forêt des Couves. Eh bien, il y a une nécropole nationale qui s'appelle la nécropole nationale des Gatais, qui a été créée en plein cœur de la forêt des Couves, qui est très belle, où il y a 19 combattants de la 2e DB qui sont alignés les uns et les autres. Et là aussi où c'est beau, on voit qu'ils sont de toutes confessions et tout le monde est réuni. Tous mélangés pour la France et pour la liberté, voilà. Pour défendre la patrie. Voilà. C'est franchement une très belle histoire. Donc vous parliez de rénovation, voilà, Miguel Bevier est le grand
Manitou, le grand maître d'œuvre de l'importante rénovation de 2014 pour le 70e anniversaire de la Libération. Et en 2024, pour le 80e anniversaire, c'est le lieutenant-colonel de Sachy, le délégué militaire départemental actuel, qui toujours en utilisant de Miguel Bevier, qu'il a pris auprès de lui comme président de l'association des Amis du Charmontrot, dont je suis le trésorier. Donc Miguel est toujours avec nous, aux côtés du lieutenant-colonel de Sachy. On a mené la deuxième restauration, qui était plus une restauration de remise à niveau de la motorité du moteur, de remise en marche et de remise voilà, en couleur. Et là, vous avez, si vous voulez photographier, vous avez les principaux donateurs, et les mécènes qui sont là, voilà. Donc les mécènes du patrimoine de l'Orne, bien évidemment, le Crédit Agricole Normandie, qui nous a beaucoup aidé, la Fédération nationale André Maginot, la FNAM ou la France Mutualise qui nous ont bien aidés, le département de l'Orne, des sociétés comme WeConnect ou Technibelt qui ont apporté vraiment aussi du mécénat de compétences, et puis une association que vous voyez à gauche qui s'appelle Association Garant de la Mémoire, qui est une association de reconstitueurs qui ont apporté leur main d'œuvre. Donc il y a eu tout un élan, et il y a un élan au tout au char. Il est tellement beau et son histoire est tellement belle à porter qu'elle donne envie. Et il y a heureusement beaucoup de gens qui viennent avec nous, mais on a besoin. L'adhésion est assez modeste. Oui, vous avez toujours besoin du monde vous rejoigne, vous aide. N'hésitez pas à lancer un appel, il n'y a pas de problème. On a besoin de nombreux. Vous allez sur Hello Asso, les Amis du Charmontrot, et vous allez trouver, il est très facile de cotiser. La cotisation est vraiment modeste, elle est de 10 €, mais nous on est contents. Plus on est nombreux. Là, actuellement, on est quand même une centaine d'adhérents, ce qui n'est pas mal du tout. Oui, oui. Et vis-à-vis même des gens plus importants à qui on demande, de la préfecture ou autre, on est une belle association déjà avec 100 adhérents, mais venez, on a besoin, et vous pouvez mettre plus que 10 € en fonction de vos moyens, mais déjà avec 10 €, vous avez une défiscalisation, ça vous coûte que 3 €, puisque on est habilité à la défiscalisation, au crédit impôt, donc il faut venir nous aider. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. On aurait une belle dépense éventuellement possible, c'est de mettre des chenilles caoutchouc. Parce que là, on a des chenilles acier, et pour les municipalités, c'est pas très très bon qu'on fasse rouler sur le bitume. Oui, c'est pour ça que celui-là, il est posé sur des 30 tonnes. Donc on essaye de bien l'amener en ligne droite, de le poser sur le tapis caoutchouc, de façon à ce qu'on soit réinvité. Et oui, si on avait envie de le faire défiler, pourquoi pas. Là, vous voyez, demain il va être en statique, on va lui rendre hommage en statique, on va lui déposer une mais il aurait eu des chenilles caoutchouc, on l'aurait fait rouler autour de la place du village, voilà, ça aurait été peut-être encore plus beau. Donc, mais ça, c'est une vingtaine de milliers d'euros, et une petite association comme la nôtre, on ne les a pas. Donc voilà. Donc, voilà. Ben, c'est pour ça que c'est important effectivement que les gens vous rejoignent, donnent un petit peu, et puis voilà, pour faire perdurer l'histoire. Avec grand plaisir. C'est une belle histoire. Il faut absolument conserver ce patrimoine pour la mémoire de ceux qui nous ont défendus. Alors, vous avez un site internet où on peut vous suivre Alors, on a une page Facebook. Une page Facebook, voilà. Il y a une page Facebook, Les Amis du Charmontrot. Page Facebook, Les Amis du Charmontrot. Plus il y aura de likes, comme vous le savez, plus on sera heureux. Donc, plus il y a de la visibilité, plus les gens vous aident, etc. Voilà, donc allez-y, transférez. Et ça nous fera plaisir. Et oui, il faut aidez-nous à porter cette mémoire vivante grâce à ce Charmontrot, voilà, qui est bien vivant, qu'on peut toucher, voilà, qui est vivant. Voilà. Là, vous voyez, il est sous les arbres. Vous allez peut-être refaire des vues pour le voir. Il est finalement sous les arbres, là où il est mort. Moi, j'en parle un peu comme si c'était presque un être vivant. Il a un nom, il a été baptisé. Des hommes l'ont appelé par son nom. Ont eu cet esprit de solidarité à l'intérieur. Ils l'aimaient certainement, leur char. C'était leur protecteur. C'était leur protecteur. C'est leur maison, parce qu'ils c'était leur maison. Tellement passé de temps. Ils ont souffert, voilà. Et donc on parle de lui avec presque de l'humanité. Et là, c'est beau de le retrouver dans cet environnement, sous les arbres, une place avec les oiseaux qui chantent. Il a disparu dans une forêt où il était comme ça, dans la nature. Il se retrouve de nouveau dans une belle nature, et on est content de continuer à le faire vivre finalement, et par son intermédiaire on fait vivre les gens qui étaient dessus. Eh ben, c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter. En tout cas, merci beaucoup de votre petite histoire, parce que c'est vrai que
C'est très très intéressant de connaître tout ça, chose qu'on nous on ne connaît pas forcément si on ne s'intéresse pas toujours à la guerre. Mais voilà, ça peut donner envie à des personnes hein, de vous rejoindre dans votre association. Et puis, s'il y a d'autres villes hein, qui veulent vous recevoir avec le char, hein, qui n'hésitent pas à vous contacter par la page Facebook. Hein. Absolument, ce sera très gentil, on sera très heureux de les accueillir. Eh ben, merci beaucoup, puis à bientôt. À bientôt. Merci.